pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 501 du vendredi 2 mai 2025. Eh bien, écoutez, les Russes avancent sur Pokrovsk. Bien. Monsieur Trump a débloqué une aide militaire à l'Ukraine. Ah bon? Alors moi, je suis très pessimiste sur la prochaine paix en Ukraine. Ça va durer et durer, et les hommes vont tomber encore pendant des semaines et des semaines. Pourquoi? Alors là, franchement, quelle stupidité. Bon, la revue de presse numéro 501 du 2 mai 2025. Bonne lecture. Au revoir. C'est la preuve que ni Moscou ni Kiev n'ont l'intention de respecter le plan des Américains et d'arrêter les combats. Kiev lance une attaque massive contre la Crimée, occupée par les Russes. Plusieurs explosions ont eu lieu à des endroits stratégiques de la péninsule, à Sébastopol. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous avais annoncé qu'un Sukhoi 27 ukrainien avait été abattu. Voici la vidéo qui a été ensuite publiée. Les Américains et les Ukrainiens ont conclu un accord sur les minerais ukrainiens et dans la foulée, une aide militaire américaine d'un montant de 50 millions de dollars a été débloquée. C'est la première aide américaine à destination de l'Ukraine depuis que le président Trump a pris ses fonctions à la Maison-Blanche. Et enfin, l'Ukraine a lancé la production en série de bobines de fibre optique pour leurs drones kamikazes allant jusqu'à 30 km. Pour rappel, ces drones kamikazes reliés à ce type de fil échappent aux contre-mesures électroniques de l'adversaire. Et les premiers à avoir utilisé ce type de drone sur le front, donc, ce sont les Russes. Voici l'une des terres rares que possède l'Ukraine, une mine de titane. Un minerai présent en abondance ici, tout comme le graphite ou le manganèse ailleurs dans le pays. Des ressources naturelles, pierre angulaire de l'accord signé avec les États-Unis, dont le président Volodymyr Zelensky se félicite. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui crée une opportunité d'investissement en Ukraine. Même tonalité côté américain qui parle d'un accord gagnant-gagnant. Dans les rues de Kiev, les habitants saluent ce partenariat. Je suis globalement favorable à cette initiative. J'espère qu'il y aura des liens et que ce sera un bon projet qui aidera les Ukrainiens à se relever. Je comprends que le pays se trouve dans une situation de guerre très difficile et que pour gagner, nous devons faire certaines concessions. Côté français, Jean-Noël Barrou, en déplacement à Washington, voit lui l'ouverture de futures opportunités. Sur les minerais critiques où la France dispose d'une expertise, eh bien, nous regardons les possibilités qui s'ouvrent à nous et nous les saisirons. L'accord, conclu avec les États-Unis, ne comporte en revanche pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine, clause qui a longtemps été un obstacle à sa signature. Après des semaines de discussions, de tensions, on se souvient de cet échange houleux, le président américain Donald Trump face à Volodymyr Zelensky. Les deux pays se sont donc mis d'accord sur l'exploitation des ressources minières ukrainiennes et sur la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays. Le président ukrainien évoque un accord équitable et pourtant, Wilfried de Villers, l'Ukraine est loin d'obtenir tout ce qu'elle espérait. Oui, d'abord sur les garanties de sécurité américaine face à la Russie, qui a réclamé qu'elle fasse explicitement partie de cet accord. Cyril Brett est spécialiste de l'Ukraine, chercheur à l'Institut Montaigne. Stratégiquement, ça n'est pas une garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est seulement une solidarité avec l'administration Trump, dont on sait qu'elle peut être reniée et que ça ne répond pas aux besoins immédiats de protection du territoire ukrainien et de reconstruction à moyen terme de l'Ukraine. Si l'accord prévoit bien la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction du pays, financé et géré à part égale par Ukrainiens et Américains, le chercheur se montre sceptique sur l'ampleur des bénéfices que pourrait en tirer Kiev. Économiquement, c'est l'aliénation partielle des ressources naturelles ukrainiennes qui ne serviront pas à la reconstruction du pays. Donc, il faut être assez prudent sur les bénéfices
bénéfices stratégiques et économiques que l'Ukraine pourra en tirer. Avec la signature de cet accord, Kiev voit tout de même la pression de la Maison-Blanche s'atténuer. Cela faisait des mois que Donald Trump réclamait une forme de compensation financière à l'aide américaine fournie à l'Ukraine depuis le début de la guerre. La paix en Ukraine, au menu de la rencontre entre le chef de la diplomatie française et son homologue américain. Au lendemain de la signature de l'accord sur les minerais ukrainiens, Jean-Noël Barrot veut profiter de ce climat d'entente entre Kiev et Washington et accentue la pression sur la Russie. Je crois que désormais c'est clair comme de l'eau de roche. Le seul obstacle à la paix en Ukraine aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. L'Ukraine a tenu sa part du marché. La Russie de Vladimir Poutine n'a fait aucun effort, n'a envoyé aucun signe qu'elle est prête au cessez-le-feu et à la paix à laquelle aspire le président Trump et à laquelle aspirent les Européens et bien évidemment les Ukrainiens. Le Kremlin affirme vouloir une fin rapide du conflit qu'il a déclenché, mais a refusé en mars la proposition de cessez-le-feu de 30 jours acceptée par l'Ukraine. Sur le terrain, l'armée russe poursuit son offensive. Une nouvelle attaque de plus de 150 drones russes a touché les régions de Kharkiv et Soumy dans la nuit de mercredi à jeudi. De son côté, l'Ukraine exige une trêve durable, des garanties de sécurité solides et veut récupérer l'ensemble de ses territoires occupés par la Russie. Les États-Unis, qui mènent depuis des semaines des négociations séparées avec Kiev et Moscou sans succès, montrent des signes de lassitude. Nous ne serons pas les médiateurs. C'est maintenant entre les mains des deux parties. C'est maintenant qu'elles doivent présenter et développer des idées concrètes sur la manière dont ce conflit va prendre fin. C'est à eux de le faire. Durant sa visite à Washington, Jean-Noël Barrot a aussi annoncé la préparation d'un 17e train de sanctions européennes contre Moscou. De son côté, le président Trump n'a pas écarté la possibilité de nouvelles sanctions américaines contre la Russie si elle n'accepte pas de conclure un accord de paix avec Kiev. Alors, on va commencer tout de suite par le secteur de Pokrovsk, qu'on a divisé en deux. Donc vous avez le secteur de Pokrovsk encadré en bleu et Mirnograd en bleu clair. Puisque là, on voit que les Russes, alors, tout en haut, à droite de la carte, encadré en jaune, les Russes ont complètement franchi la route de nouveau, mais cette fois-ci, semble-t-il, sur une portion plus importante, la route qui mène donc depuis Pokrovsk, Mirnograd et qui remonte ensuite vers le nord, vers Kostiantynivka, route dont on a souvent parlé quand on affichait la carte de Toretsk. Et donc là, vous avez vu des avancées qui se sont opérées, bien évidemment, au-delà de cette route, et puis au sud de cette route, on le voit dans le rectangle jaune. Donc si je fais un petit zoom, on voit que c'est autour des villages, notamment là c'est Mirobulovka, où les Russes ont commencé à prendre pied, et puis ensuite légèrement au nord-est. Et en plus de ça, on a rajouté, là c'est les dernières informations qu'on a eues entre les mains à midi, on a rajouté une flèche rouge tout en haut dans le coin droit, parce que les Russes auraient, semble-t-il, réussi à percer plein nord dans ce secteur. Ensuite, on a vu de nouveau des combats au sud immédiat de Pokrovsk, c'est ce qu'on a entouré dans le rectangle vert, donc aux abords de Shevchenko, aux abords de Lysinka. Et d'après ce que disent les petites flèches que vous voyez en blanc et rouge, eh bien les Russes auraient engagé, puisqu'ils ont été repérés, des groupements de reconnaissance et de sabotage en profondeur jusqu'au sud de Pokrovsk. Alors pour quelle raison, pour quel objectif, ça bien évidemment il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas ils se seraient infiltrés dans cette zone-là et aux alentours donc de Shevchenko, comme vous le voyez, la zone qui est en jaune orangé a été conquise par l'armée russe. Ensuite, on va dans le rectangle rouge où là encore se poursuivent les combats d'attaque, contre-attaque autour de Kotliné, autour du village de Zvirové, et également à l'ouest, donc tout à droite, tout à gauche de la carte, autour d'Udachne, où là, on a aussi appris ça quelques minutes avant midi, et c'est pour ça qu'on a mis une flèche rouge qui dépasse du rectangle rouge, les Russes auraient réussi à progresser de nouveau dans la partie sud d'Udachne de manière assez spectaculaire au cours de cette matinée. Donc, racine de la guerre en Ukraine se trouve du côté de l'OTAN, de l'Occident. C'est nous,
occidentaux et en particulier les États-Unis, qui, depuis la chute de l'URSS, avons semé les graines qui ont conduit Vladimir Poutine à déclencher cette guerre. Poutine n'arrête pas de dire, il a dit encore récemment, mais on est prêt à faire la paix, on est prêt à arrêter. Mais au moins qu'on se parle correctement. Ça veut dire quoi? Mais reconnaissez les torts que vous avez depuis la chute de l'URSS. Reconnaissez ces torts. À partir de là, on pourra établir la paix. On fait pas, on refuse. Je ne crois pas du tout que Poutine souhaite envahir toute l'Europe. Je me demande d'ailleurs comment il le ferait, parce que 150 millions d'habitants face à 650, c'est pas rien. Ouais. Ou alors faut en tuer les 3/4 avant. Alors non, ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, je crois pas du tout. Il y a quelque temps en conférence, on m'a demandé ce qu'il faudrait faire. Moi j'ai dit c'est simple. Si j'étais aux affaires, d'abord immédiatement, je donne l'ordre à toutes les forces françaises présentes sur le théâtre là-bas de rentrer en France. Terminé. Immédiatement, je quitte l'OTAN. Je quitte l'OTAN. Pourquoi? Mais parce que l'OTAN est une machine à faire la guerre, à déclencher des guerres. C'est devenu une machine à déclencher des guerres. Et c'est aux ordres des Américains. C'est une machine aux ordres des Américains pour étendre leur domination au niveau mondial. Au sud de ce secteur, donc c'est encadré en jaune plus clair, là encore, les Russes continuent d'avancer plein ouest. Il y a encore des gains de terrain qui ont été observés, notamment. Donc là, c'est à l'est de Novo-Alexandrovka. Ils ont récupéré un secteur qui était qui était défendu par des tranchées organisées par l'armée ukrainienne aux abords de ce village. Donc on voit que, encore comme d'habitude, Pokrovsk, c'est vraiment le Schwerpunkt, le point central de de l'effort maximum de l'armée russe aujourd'hui. Et bien évidemment, vu la résistance que rencontrent les Russes et vu la façon dont les gains de terrain ne s'opèrent que pour le moment de part et d'autre, c'est-à-dire les deux rectangles qui sont en jaune, qu'il y a très peu de gains de terrain sur les deux autres parties, on voit bien que les Ukrainiens se sont arc-boutés autour de Pokrovsk et de Mirnograd, et que du coup les Russes tentent de gagner du terrain ailleurs, là où les Ukrainiens sont moins forts. L'accord sur les minerais signé par Kiev et Washington prévoit la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. Le fonds sera financé à part égale. L'Ukraine garde la propriété et le contrôle des exploitations et toute nouvelle aide militaire américaine sera comptabilisée comme une contribution au fonds. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну, доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик в нашій державі. Depuis son élection, Donald Trump n'a débloqué aucune nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Kiev continue seulement de percevoir l'aide décidée par Joe Biden avant son départ. Selon Kiev, l'accord pourrait prendre des mois avant d'être ratifié et mis en œuvre. В угоді немає боргу і створюється фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах. L'accord laisse les Ukrainiens perplexes. Я думаю, що така угода з одного боку вона потрібна Україні, бо треба буде відновлюватися після війни. Мабуть, якщо її підписали, то наші фахівці все ж таки якось порівняли плюси і мінуси. Я сподіваюся, що це буде на користь. Я жахливо ставлюся до того, що наші людські ресурси на війні просто так м'ясо, за те, що наша земля – це просто розмінна монета в цьому світі, за те, що ми не маємо свого захисту, а ми полагаємося на когось. Le texte n'interdit pas à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne et Washington parle d'un accord gagnant-gagnant. L'Ukraine détient 5% des ressources minières de la planète, dont d'importants gisements de minerais stratégiques comme le manganèse, le titane ou le graphite. En parlant de Dnipro, la ville a été bombardée par des guérans, mais également les villes de Kharkov, Odessa et Zaporizhzhia.
Et enfin, il y a eu une attaque combinée sur la Crimée le 1er mai. Plusieurs drones navals et des drones kamikazes ukrainiens ont été lancés sur la péninsule. Les Russes ont annoncé avoir abattu 89 drones aériens. À noter qu'à la suite de ces raids, il y a eu des incendies, et notamment sur les communes de Saki, qui se trouvent ici, et de Katcha, ici. Et une plateforme russe a également été attaquée à l'ouest de la Crimée. Je n'ai pas pu la géolocaliser. Et à noter que ces attaques ont été effectuées avec des drones navals qui, une fois à proximité des plateformes, lancent des drones kamikazes depuis leur embarcation pour ensuite atteindre leur cible. Alors, ces guerres, la guerre de Gaza et la guerre d'Ukraine et les autres, s'inscrivent dans une montée de la conflictualité et de la violence qu'on observe depuis une quinzaine d'années. En fait, le nombre de victimes à l'échelle mondiale a plutôt tendance à augmenter de manière importante. Et donc on peut aussi les voir comme des éléments exacerbés d'un contexte plus général qui tend vers une très forte conflictualité. Alors vous avez évidemment la guerre dont en Europe on a le plus parlé, qui est celle de la guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe en février 2022. Le caractère inédit, sans doute, c'est le retour de la haute intensité en Europe, des destructions de grande ampleur. On a des localités entières dans l'est de l'Ukraine qui sont rasées, littéralement. Et là, vous avez un exemple de localité qui est totalement rasée. Et puis, des pertes humaines extrêmement élevées, mais dont on ne sait pas exactement les chiffres, parce que ce sont essentiellement des pertes militaires et que chacun des deux belligérants sous-estime gravement la réalité de ces pertes militaires. Mais on est à peu près certain que ça se compte désormais en centaines de milliers de personnes, essentiellement de soldats qui sont morts dans ce conflit et qui continuent de mourir rapidement dans un conflit extrêmement meurtrier pour les deux armées qui se font face. Donc, moi, je l'appelle le secteur d'Andrivka. Alors, certains l'appellent Novopavlovka aujourd'hui, puisque c'est le village, c'est la bourgade ukrainienne qui est encadrée en bleu là sur la carte. Donc là, dans cette zone, il y a toujours 3 secteurs d'importance. Le secteur qui est en orange, qui est au sud de celui qu'on vient de voir sur la carte de Pokrovsk, où donc les Russes mènent des assauts avec de plus en plus de succès, faute de pouvoir déboucher directement sur Pokrovsk plus au nord. Donc là, on voit encore une zone qui a été conquise au nord de ce rectangle, en jaune orangé, près de c'est Kotlyarivka, et puis les combats se déroulent encore autour de Trotskoye, un peu plus au sud. Donc en résumé, aucune modification de la ligne de front sur Soumy-Koursk. Sur le front de Belgorod, les Ukrainiens ont franchi de nouveau la frontière, mais cette fois-ci au nord de Popovka. Par contre, on note une avancée des Russes le long de la ligne de front au nord-ouest de Terny, sur le front de Louhansk. Léger gain pour les Russes sur Toretsk. Et enfin, plusieurs gains de terrain sur le front de Donetsk. Et il y a également eu une attaque combinée ukrainienne sur la Crimée hier. Donc là, on avait, alors il y a 4 axes d'attaque pour l'armée russe, on les a symbolisés avec les flèches en rouge. Les principaux axes d'attaque, au cours de cette semaine, c'était ceux qui sont sur votre droite, donc dans le secteur de Bilogiria et dans le secteur de Malia Tokshmaka, où là c'est vraiment là que se déroule l'essentiel des accrochages, puisque comme vous le voyez, les pertes ukrainiennes qui auraient été enregistrées par les Russes s'élèvent à une centaine de morts, donc 3 véhicules à moteur détruits, 3 stations de guerre électronique détruites et 2 dépôts de munitions. Moi,
je ne cesse de le dire malgré, j'ai un désaccord avec mes collègues, hein. Mes collègues disent que c'est les prémices d'une attaque majeure dans cette zone par l'armée russe. Pour moi, c'est des attaques secondaires de fixation, justement pour maintenir du monde là et éviter de renforcer le secteur de Pokrovsk, hein, puisque tout ça, je vous le rappelle, on est à quelques kilomètres, là on est dans la zone de Zaporijia, hein, de l'oblast de Zaporijia, et on est dans la zone où les Ukrainiens ont des réseaux de tranchées, de fortifications derrière Kharkiv qui sont du niveau de ceux que les Russes avaient. Là, vous voyez, on a encore le village de Robotine qui est marqué. Donc, attaquer du fort au fort dans une zone qui est aussi bien fortifiée, je vois pas trop l'intérêt pour les Russes, sinon de mener des attaques d'envergure moyenne pour fixer les unités ukrainiennes sur place et ne pas les laisser aller se redéployer ailleurs, là où le front pourrait céder, et notamment dans le secteur de Pokrovsk. Poutine, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est quelqu'un qui est amoureux de son peuple et qui n'a de cesse de défendre la Russie et son peuple. Poutine est quelqu'un de modeste. Poutine est quelqu'un qui n'oublie pas ses origines, qui n'oublie pas, je dirais, les difficultés qu'il a eues. Poutine, je pense que c'est quelqu'un qui est animé par une ardeur pour son propre pays. Je pense que Poutine est en quelque sorte un De Gaulle russe, qui n'a de cesse que de défendre son pays. Mon grand-père était croyant. Poutine est quelqu'un qui, à mon avis, a ce sens très particulier de la Russie. On ne va pas gouverner un pays comme la Russie ni comme la Chine avec des droits de l'homme. Ça serait extrêmement réducteur. Vous êtes un pays immense qu'il faut conduire face aux défis de tous les jours. Pour ça, il faut une forte volonté politique. Il faut l'amour de son pays. J'aimerais bien qu'il y ait cette même ardeur au sein des politiciens français d'aujourd'hui, qui est aussi ce sens de la responsabilité. Alors, il faut d'abord parler du deal entre les États-Unis et l'Ukraine. Alors, il semblerait donc que ce soit enfin ficelé sur l'accès aux minerais et aux quelques terres rares dont dispose l'Ukraine. Concomitamment à ça, on a appris ce matin, et là, alors là, LCI, à midi, ils en pouvaient plus, hein, ça y est, Trump vire sa cutie, parce que, en date du 29 avril dernier, Trump a accepté qu'il y ait un nouvel envoi. Donc là, on n'est plus sur la queue de comète de ce que faisaient jusqu'alors les Américains, c'est-à-dire livrer ce qui avait été décidé par Joe Biden jusqu'au dernier jour de son mandat, donc le 20 janvier dernier à midi. Et donc, là, ce serait pour un envoi de seulement 50 millions de dollars. Alors, LCI vous fait des gorges chaudes sur cette information, et puis quand on a le montant, on découvre que les pauvres Ukrainiens, avec 50 millions de dollars, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Surtout que les informations dont on dispose à cette heure-ci, hein, donc 2 mai, vendredi 2 mai, autour de 13h, c'est qu'on ne sait pas de quel matériel il s'agit. Voilà, et donc avec 50 millions de dollars, en termes de matériel sophistiqué, etc., en sachant que l'Ukraine réclame à corps et à cri des moyens anti-aériens, je vois pas bien ce qu'il va y avoir comme game changer à la clé. Hein. Alors, ok, les Américains font un geste, mais alors c'est un geste vraiment, c'est très 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 modeste pour dire... Ok, vous avez signé le deal, vous avez été obéissant, donc on vous lâche un peu de l'Est, mais alors on vous lâche vraiment le minimum. Hein, donc. Un drone russe vient d'être détecté par ces soldats ukrainiens, à quelques kilomètres du front. Azimut, direction 280. Il peut se retourner vers nous, prépare-toi. Je suis toujours prêt. Il part dans l'autre sens, il arrive. La cible passe tout proche, à 3 km. Mais hors de portée de leur mitrailleuse. On peut rester à attendre comme ça toute la nuit, ou bien juste 15 minutes. La veille, Utsul a abattu 2 drones Shahed iraniens. À Soumy, ils entendent tous ces coups de feu, comment ces Shahed volent. Et tout le monde se demande et s'inquiète de l'endroit où ils vont atterrir, de l'endroit où ils vont tomber. Tous ces soucis, ce stress et tout le reste. Alors lorsque nous en abattons, c'est une très grande joie pour nous. Utsul et Sarmat vont rester encore 48 heures en alerte au nord-est de l'Ukraine.
Leurs camarades qui rentrent du front peuvent se reposer à quelques kilomètres de la guerre. Vive les héros d'Ukraine. Chez Yulia et Valia. Nous faisons la lessive pour nos soldats. Ils viennent d'arriver de la ligne de front. Elle s'occupe du linge, bichonne les militaires. Et Yulia, physiothérapeute, leur propose aussi des soins. Séance de récupération avec ses gants spéciaux. Ça fait contracter les muscles. On fait les bras en entier. Ça apporte une relaxation et si quelqu'un a une blessure, il commence immédiatement à se rétablir. Nous sommes sous le feu tous les jours. Nous nous cachons. Nous ne savons jamais si nous reviendrons vivants. C'est très difficile d'arriver et de sortir d'une position. Le ciel est très menaçant, comme on dit. Il y a beaucoup de drones qui volent. C'est impossible de comprendre ce qu'il se passe lorsqu'une mine explose près de toi. Quand il y a des tirs ou qu'arrivent des éclats d'obus, on pourrait vous expliquer, mais c'est indescriptible. Je veux cette victoire. Et cette victoire viendra si nous prenons soin de nos hommes. La première préoccupation est psychologique. Quand ils arrivent, la première chose qu'on fait, c'est de les prendre dans les bras. Nous échangeons de l'énergie, c'est important pour eux. Allez, on va prendre le thé. Yura, l'engagé volontaire de 22 ans. Roman, l'ancien banquier. Et Sergueï, le chef d'unité, ont été sur tous les fronts, le Donbass ou Koursk. Pour eux, la paix promise par Donald Trump semble bien loin. S'il y a un cessez-le-feu, les Russes accumuleront plus d'armes. Ils fabriqueront encore plus d'armes et dans tous les cas, ils continueront à se battre et reviendront ici. C'est pas nécessaire de faire une pause. Nous devons forcément mettre un terme à ces batailles, mais à quelles conditions ? En donnant tout ce que nous avons, avec tout ce que nous avons fait, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Sergueï et ses hommes repartent dans quelques jours sur le front. Ce sont des habitués. Mais parfois, ces soldats ne reviennent jamais voir Yulia et Valia. Le plus difficile, c'est l'attente. D'attendre quand ils ne répondent pas. Moi, mon mari, ma fille et mon fils sont au front. Et quand ils ne répondent pas, j'ai tellement peur. Я думаю, що прийде час, ми будемо бити по Червоній площі. Буде це цього 9 травня чи колись пізніше, але цей час прийде, бо дійсно в Москві багато законних військових цілей, які принесли багато біди на українську землю. І за кожну вбиту дитину, за кожного вбитого нашого цивільного громадянина, за кожного військового прийде помста і прийде відплата кожному, хто здійснив військовий злочин на українській землі по відношенню до української нації і українських громадян. C'est la sécurité du 9 mai prochain, pour l'anniversaire de la victoire, sur la place rouge. Alors mes amis, on va être clairs. Je ne vais pas vous dire que après qu'il y ait eu 2 attentats contre des personnalités très importantes, 2 officiers généraux de l'armée russe ont été tués en moins de peut-être 4 mois, oui, quelque chose comme ça, 4 ou 5 mois par les services ukrainiens, probablement aidés par des services occidentaux et vraisemblablement ceux de la Grande-Bretagne. Je vais pas vous dire qu'il y a aucun risque ou ce genre de choses. Maintenant, ça c'est l'aspect, je dirais, purement mathématique. Voilà, il y a peut-être toujours une possibilité. Maintenant, on va parler raisonnable. Qui sera présent à cette cérémonie ? Est-ce qu'on parle uniquement de Vladimir Poutine et puis de Loukachenko ou de gens voilà en petit comité? Non. Comme je l'ai rappelé sur GPTV mardi matin, là, on va avoir les représentants de plus de la moitié de l'humanité qui seront là, et au premier rang desquels le président Xi Jinping. Alors, devait y avoir le Premier ministre Modi pour représenter l'Inde, mais la situation qu'on a donc déjà abordée avec le Pakistan requiert sa présence
à New Delhi, mais ils vont quand même envoyer quelqu'un de très important sur place, hein, probablement soit le ministre de la Défense, ou le ministre des Affaires étrangères, ou le vice-premier ministre, enfin on verra, mais il y aura quand même un poids lourd du gouvernement indien qui sera à Moscou. Ensuite, vous aurez, donc comme je l'ai dit, le président Lula, le président du Brésil. Vous allez avoir des chefs d'État africains. Vous allez avoir d'autres chefs d'État, comme par exemple le Premier ministre vietnamien. Donc, vous pensez sincèrement que les Ukrainiens ont intérêt à faire une démonstration type attentat terroriste dans Moscou ce jour-là? Je pense que peut y avoir des gens très bêtes, très idéologisés, qui voudraient à tout prix, qui sont des fanatiques. Il y a pas de problème avec ça. Mais si quelqu'un veut attaquer cette journée de cérémonie, il faut des complicités très importantes, il faut des soutiens très importants, parce que la sécurité va être très forte. Et donc là, ces gens-là, qui seraient donc les parrains d'une telle opération, eux dépendent de gouvernements occidentaux. Pensez-vous qu'ils vont prendre le risque d'être identifiés ou simplement pointés du doigt par Pékin, par New Delhi, parce qu'ils auraient participé ou aidé activement à mettre en œuvre un attentat à Moscou au moment de cette célébration du 9 mai. L'Ukraine, avec sa richesse inouïe, ses plaines céréalières, son sous-sol qui est gorgé, etc., de toutes sortes de minerais, l'Ukraine fait partie des 4 pays les plus pauvres, où le revenu est le plus bas. Pourquoi? Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Ah oui. Abominablement corrompu. Monsieur Zelensky s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'acquaintance avec les oligarques pour des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça n'a jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que les petits contribuables français, le contribuable pauvre en France, va entretenir le corrompu ukrainien riche. Et ça me pose peut-être un petit problème. That we are working with Jay Bhattacharya, the new NIH director, with, as well as Secretary Kennedy, is looking at the gain-of-function research that, in the case of the Wuhan lab, as well as many of these other biolabs around the world, was actually U.S. funded and leads to this dangerous kind of research that, in many examples, has resulted in either a pandemic or some other major health crisis. Well, let me ask you specifically, because we already know that EcoHealth Alliance was partnering with this Wuhan lab to do gain-of-function research. That's right. We just have never been able to have somebody say, it was that exact experiment that led to this COVID bug. But have we gotten there? What's the new thing that you're digging in on? We are working on that with Jay Bhattacharya and look forward to being able to share that, hopefully very soon. Okay. That specific link. Correct, between the gain-of-function research and what we saw with COVID-19. I mean, that would be extraordinary because, just so the audience knows, if that's true, if it was Peter Daszak's research with the Wuhan so-called bat lady that caused this pandemic, then we did fund it. Then Anthony Fauci helped fund the pandemic. The thing that he denied over and over and over to Senator Rand Paul's questioning. That's right, under oath. Under oath, exactly. So is it any wonder that he sought a preemptive pardon for anything during a certain period of time by President Biden before he left office? And then strong-armed and smeared people like Dr. Jay Bhattacharya, anybody who came out and said, I don't know if that's natural. This actually smacks of lab. And the reason why this is so important is not just what happened in the past, it's because this gain-of-function research is happening in biolabs around the world. I got attacked, and I think you saw this, we've probably talked about it on your show before, when I warned against US-funded biolabs in Ukraine when the Russia-Ukraine war kicked off
for this very reason. Who knows what kinds of pathogens are in these labs, and if released, could create another COVID-like pandemic. And for that, I was called a Russian asset. You're, trumpeting Putin's talking points, all of this nonsense, simply for speaking the truth and stating facts that, by the way, are still on U.S. Embassy Ukraine's website today about how the U.S. has funded these biolabs in Ukraine. But my point is, in order to prevent another COVID-like pandemic or another major health incident that could affect us in the world, we have to end this gain-of-function research and provide the evidence that shows exactly why and how it's in our best interest, the American people's best interest, to bring about an end to it. Mais vous avez été traité injustement. Pourtant, la grande majorité des citoyens de ce pays vous respectent et vous apprécient vraiment. Et toute cette salle peut le dire avec force. Vous avez été d'une aide précieuse. Vous avez ouvert les yeux de beaucoup sur ce qui pouvait être fait. Nous tenons à vous remercier chaleureusement. Et vous savez, vous êtes invité à rester aussi longtemps que vous le souhaitez. À un moment donné, il voudra rentrer chez lui et retrouver ses voitures et... Il a fait un travail incroyable. 150 milliards de dollars, imaginez? Oui, 160 maintenant. Oui, 160 milliards de dollars. Et ils ont dit, oh, ça ne pourrait pas être plus. Et beaucoup de choses sont en cours de préparation. Ce chiffre pourrait être doublé, voire triplé. Beaucoup de choses sont en cours de préparation, mais nous ne les comptons pas encore, car elles ne sont pas encore tout à fait là. Mais vous avez fait un travail fantastique, et nous vous en sommes très reconnaissants, Elon. Vous le savez, c'est aussi un honneur de travailler avec votre incroyable cabinet. Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien. C'est un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup. Les institutions internationales ont réagi avec notamment la Cour pénale internationale qui, en mars 2023, a délivré un mandat d'arrêt contre le président de la Fédération de Russie pour accuser de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers le territoire russe. C'était la première fois qu'un chef d'État membre du Conseil de sécurité était inculpé par cette institution internationale. Et puis le 21 novembre 2024, la CPI a mis des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre de Benyamin Netanyahou et de son ministre de la Défense, ainsi que du commandant du Hamas, Mohamed Deif. C'est aussi une première, d'une certaine façon, puisque c'est la première fois qu'un chef de gouvernement d'une démocratie alliée de l'Occident est inculpé par cette institution. Dans les deux cas, ce qui a été assez révélateur de l'état des relations internationales, c'est qu'il y a ces décisions ont profondément divisé la communauté internationale selon une fracture entre l'Occident et le Sud global. La position occidentale peut être résumée de manière emblématique par un certain Joe Biden. Alors il y a des nuances dans les positions occidentales, je ne vais pas revenir sur toutes les nuances qui existent, mais en mars 2023, Joe Biden disait ceci: le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Poutine est justifié. Et le président estimait que son homologue russe a clairement commis des crimes de guerre. En novembre 2024, Joe Biden juge scandaleux les mandats d'arrêt de la CPI contre Benyamin Netanyahou. Donc il y a tout juste une semaine, mardi 22, des touristes indiens au Cachemire, dans la localité de Pahalgam, où il y a un glacier, c'est assez original et le tourisme s'est pas mal développé, ont été attaqués par un groupe inconnu qui a sélectionné les hindous et a abattu 26 personnes, 25 touristes indiens et un Népalais.
Et donc forcément, ça provoque un choc énorme, d'autant qu'après des décennies de marasme, le tourisme reprenait un petit peu au Cachemire. L'an dernier, il y a eu 3 millions de touristes venus des différentes régions de l'Inde. Et donc c'est une attaque très directe contre l'économie du Cachemire et le projet du Premier ministre indien Narendra Modi de présenter le Cachemire comme une région pacifiée. Alors, le Cachemire est contrôlé en grande partie par l'Inde, mais il y a des contestations et c'est vraiment la pomme de discorde la plus importante, plus qu'une pomme de discorde, entre l'Inde et le Pakistan. Ça a été la première cause de la guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1947-48. Et à l'issue de cette guerre, il y a eu une sorte de partition de fait et non pas une partition juridique. Et ça a donné lieu à d'autres guerres qui se sont terminées par un accord signé en 1972 au lendemain de la guerre de 71, définissant non pas une frontière, mais ce qu'on appelle une ligne de contrôle. Donc c'est une sorte de ligne de démarcation en quelque sorte. Et même depuis lors, il y a eu de très nombreux incidents. Et puisqu'on parle de guerre, il y a eu un conflit limité, mais un conflit quand même, sur les hauteurs de l'Himalaya à Kargil en 1999. Donc là, entre Inde et Pakistan, je reste sur mon analyse initiale, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que les responsables indiens aient décidé de cibler les gens qui sont responsables immédiatement dans la chaîne hiérarchique de l'attentat qui a été commis le 22 avril, mais qui vont pas déclencher une guerre contre le Pakistan. Et alors le Pakistan, vu sa situation et le manque de soutien de la population à l'armée, à cause de ce qui s'est passé l'année dernière autour d'Imran Khan, je pense qu'ils sont pas en situation de force pour se lancer dans un conflit aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut rester prudent, bien évidemment. Tout est toujours possible dans des situations qui sont inflammables, mais pour moi, on va se limiter à des opérations homo contre les responsables de cet attentat. J'ai vu que, si j'ai bien observé les réseaux Sint sur cette région-là, on a même du côté pakistanais une volonté d'aider à identifier les coupables pour les livrer éventuellement à la justice. Alors peut-être à la justice que pakistanaise, pas forcément à les livrer à l'Inde, mais on voit qu'il y a une espèce de rétro-pédalage. Dans la capitale syrienne, aujourd'hui vers 4h30 du matin, nous avons entendu l'explosion, le bruit d'explosion qui est dû à ce raid israélien qui est tout près du palais présidentiel et la résidence aussi de la garde républicaine près du mont Kassioun, c'est à l'ouest de la capitale Damas. Nous avons aussi également vu les avions israéliens depuis hier et depuis aussi un certain moment. C'est une scène qui devient un peu habituelle aussi pour nous à Damas en ce moment, pour voir les avions israéliens qui survolent le ciel de Damas. C'est pas la première frappe dans cette zone, je peux dire. Il y a 3 jours aussi également l'armée israélienne a visé aussi la ville d'Ashrafit Sanaya près de la capitale Damas parce que cette région aussi a vu beaucoup de tensions et d'affrontements violents. Il y a eu beaucoup de morts après des affrontements violents et sanglants entre les forces de l'ordre et aussi des groupes armés et des groupes liés aussi à des combattants druzes dans la région. Dana, comment expliquer l'intervention militaire israélienne dans ce dossier druze ? En mars dernier, il y a eu des tensions à Jeramana, aussi près de la capitale Damas. Jeramana est aussi majoritairement habité par les Druzes. Suite à cette tension, les Israéliens avaient annoncé qu'ils allaient défendre les Druzes s'ils sont menacés. Ils allaient viser aussi le pouvoir syrien si les Druzes ils sont pas protégés. Il y a beaucoup d'inquiétude parmi les Syriens et parmi les gens ici, les résidents ici. On parle aussi des Druzes qui s'inquiètent aussi de cette escalade qui se passe actuellement. Le chef aussi, les dignitaires des Druzes aussi, ils ont appelé au calme. Il y a des gens aussi qui s'alertent de cette situation et ils disent que cette situation peut aussi dégénérer et ils cherchent Israël des fois
à calmer cette situation et ils disent qu'Israël des fois profite de cette situation pour chercher à faire une situation instable dans cette région. Dernière question d'Anna Alboz. Avant cette frappe israélienne, il y a eu cette rencontre entre le pouvoir syrien de transition et des membres de la communauté druze. Qu'est-ce qui en est ressorti ? Hier soir, il y avait un accord qui a été conclu entre une délégation du gouvernement syrien avec les dignitaires druzes à Jereman. Dans cet accord, les deux parties sont mis d'accord pour calmer les situations. Et selon les termes et dans les détails de cet accord, les autorités syriennes s'engagent à déployer des unités qui dépendent du ministère de l'Intérieur dans Jereman. Et il y a aussi un accord dans le gouvernorat de Soueïda qui aussi calme cette situation et ils sont mis d'accord que des forces qui dépendent du ministère de la Défense qui va assurer la route qui relie la capitale Damas à Soueïda dans le sud du pays. Pour moi, tant que Hayat Tahrir al-Sham continuera de massacrer, et on a encore vu passer, moi j'en ai encore vu ce matin en préparant l'émission, des vidéos de ce qu'ils font aux gens, bah voilà, ils traitent les Druzes comme ils ont traité les Alaouites et les chrétiens, des arrestations arbitraires, des exécutions sommaires, des égorgements, etc. Donc on n'est pas d'accord avec ça du tout. Mais si c'est pour que Netanyahou vienne faire le ménage, quand on voit ce qui s'est passé au sud Liban avec le Hezbollah et puis bien sûr ce qui se passe à Gaza, on n'est absolument pas d'accord non plus. Il va falloir être intelligent et se dresser contre les deux problèmes, pas simplement contre l'un d'entre eux. Le 7 octobre 2023, le Hamas entrait sur le territoire israélien et commettait un terrible massacre provoquant la mort de 1140 Israéliens et faisant 240 otages. Cette attaque terroriste d'une ampleur inégalée dans l'histoire d'Israël a été aussi considérée comme la journée la plus meurtrière de l'histoire de l'État hébreu. En réponse, le gouvernement israélien est intervenu dans la bande de Gaza, dirigée par Benjamin Netanyahou, et a déclenché une opération d'une extrême violence dont le résultat est la destruction de cette bande de Gaza. On estime que les 2/3 des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits. 90% de la population est déplacée, vivant dans des conditions effroyables en termes d'hygiène, d'accès à la nourriture et à l'eau potable. Parmi les 50 000 victimes environ, près de 70% sont des femmes et des enfants. Et le groupe le plus touché parmi ces victimes civiles, ce sont les enfants de 0 à 14 ans. Donc on a une véritable tragédie israélo-palestinienne qui se déroule sous nos yeux, et une situation par ailleurs aggravée par l'utilisation d'un blocus depuis 5 semaines, par exemple. L'armée israélienne empêche toute livraison de vivres à la bande de Gaza, menaçant de famine les plus de 2 millions d'êtres humains qui tentent de survivre dans cet espace totalement clos. Les autorités libanaises ont lancé un avertissement au Hamas. Toute attaque menée depuis le sol libanais exposera le groupe palestinien à des mesures sévères. Cet avertissement a été formulé vendredi par le Conseil supérieur de la défense, la plus haute autorité militaire du pays. Cette mise en garde intervient quelques semaines après l'arrestation de plusieurs Libanais et Palestiniens soupçonnés d'avoir tiré des roquettes depuis le Liban en direction du nord d'Israël. Il est nécessaire de remettre les armes illégales conformément à l'accord national et à la déclaration ministérielle du gouvernement. Il ne faut pas permettre au Hamas ou à d'autres factions de compromettre la sécurité et la stabilité nationale. La sécurité du territoire libanais est au-dessus de toute autre considération. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le groupe palestinien a mené plusieurs attaques contre l'État hébreu depuis le Liban. En représailles, l'armée israélienne a mené des frappes ciblées, notamment à Beyrouth,
routes, où l'une d'elles a tué Saleh Arouri, haut responsable militaire du mouvement. Le Rwanda et la RDC, la République démocratique du Congo, se sont donnés jusqu'à ce vendredi pour parvenir à un projet d'accord de paix. Ils se sont engagés il y a une semaine à respecter leur souveraineté respective, selon une déclaration signée aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio à Washington. Un projet d'un accord de paix examiné par les experts congolais, rwandais et américains. Alors il semblerait que malgré la pression américaine, on a toujours les troupes du M23 qui progressent notamment au sud Kivu. Alors est-ce que c'est pour gagner des positions, pour mieux négocier cet accord? Ça, il est encore trop tôt pour le dire aujourd'hui. On va voir, notamment ce week-end et en début de semaine prochaine, ce qu'en pense bien sûr l'administration américaine et la façon dont elle entérinera ou non ce genre de comportement. Mais étant donné les déclarations de Marco Rubio, et au nom donc de l'administration américaine, il y a peu de chances pour que le M23 reste sur ses positions et continue de pouvoir gagner du terrain sans être contraint de le rendre dans le cadre de cet accord. Il a été le visage du Forum économique mondial de Davos pendant 55 ans. Aujourd'hui, Klaus Schwab est accusé avec sa femme d'avoir utilisé l'argent du WEF à des fins personnelles, ce qu'il conteste. Ces allégations révélées par le Wall Street Journal lèvent le voile sur les circonstances qui ont mené à la démission avec effet immédiat de Klaus Schwab lundi. Les explications de Mathieu Hofstetter. Pas de répit pour Klaus Schwab. Quelques heures à peine après avoir démissionné du WEF, le fondateur du Forum de Davos est dans l'œil d'un cyclone médiatique. Selon le Wall Street Journal, un lanceur d'alerte aurait dénoncé des agissements coupables. Retrait de sommes importantes en liquide à son profit, prestations de massage dans des hôtels, voyage de luxe de sa femme facturé au WEF. Ces éléments auraient poussé le conseil d'administration à se réunir en urgence vendredi dernier. Pour limiter les dégâts, Klaus Schwab aurait alors décidé de démissionner. Et le conseil d'administration a lancé une enquête confiée à un spécialiste externe. Contacté par la RTS, le WEF ne nous a pas encore répondu, mais avait confirmé au journal américain avoir lancé une investigation. Le WEF prend ces allégations au sérieux, même si elles demeurent sans preuve, et attendra les résultats de l'enquête pour s'exprimer. Une démarche classique selon cet expert de la gestion de crise. Ça fait partie d'un processus standard au sein des organisations quand il y a ce genre d'allégations. Maintenant, ce qui est important, c'est de continuer à communiquer quand il y aura les résultats de cette investigation interne. Mais Klaus Schwab et le WEF, c'est plus de 50 ans d'histoire intimement liée, ce qui rend ce cas difficile selon notre expert. Souvent, dans ce genre d'organisation, le nom de fondateur est lié étroitement avec le nom de l'institution. Donc c'est très difficile de les dissocier. Cette affaire intervient moins d'un an après de premières accusations de discrimination à l'égard d'une collaboratrice qui avait porté plainte et de nombreuses allégations de management toxique et de harcèlement sexuel. Klaus Schwab avait nié ces accusations. L'affaire avait été réglée par un accord à l'amiable, la plainte avait été retirée. Face aux nouvelles accusations, Klaus Schwab et sa femme ont porté plainte pour calomnie. Mais cette nouvelle affaire assombrit la fin de parcours de ce personnage hors du commun. Et hier, des centaines de salariés d'ArcelorMittal ont manifesté. Plus de 600 postes sont menacés en France. Le gouvernement est sous pression et on entend de plus en plus de voix, notamment à gauche, s'élever pour demander à l'État d'intervenir. Mais comment peut-il ou d'ailleurs doit-il le faire, François? C'est vrai que le Parti socialiste, par exemple, demande la nationalisation, tout comme la CGT. La CFDT l'évoque comme l'une des pistes. Il y a en fait un double enjeu à cette affaire. Social, d'abord. ArcelorMittal vient d'annoncer, vous l'avez dit, la suppression de 636 postes, notamment dans la région de Dunkerque, dans le Pas-de-Calais, où l'entreprise est très implantée. C'était d'ailleurs le sujet de cette chronique vendredi dernier. Et c'est évidemment un drame de plus de la désindustrialisation du pays. Enjeu stratégique aussi, parce que il y a là un sujet de souveraineté pour la France. C'est essentiel de conserver sur le sol national et européen une production d'acier à l'heure où les relations entre les grands blocs se tendent. Alors ce double enjeu, est-ce qu'il justifie la nationalisation comme l'État britannique l'envisage pour l'aciériste British Steel? C'est quand même pas du tout la même situation. British Steel, il est en faillite après avoir été propriété d'un Chinois. C'est pas du tout le cas d'Arcelor, qui connaît des difficultés mais dont l'existence n'est pas en jeu. La nationalisation, c'est parfois souhaitable. Il y a notamment deux cas où un tel geste a été à la fois nécessaire et utile. Alstom, leader européen des transports ferroviaires, nationalisé par Nicolas Sarkozy à l'époque où il était à Bercy, c'était en 2004.
Ça a sauvé l'entreprise qui était moribonde. Idem pour Peugeot Citroën, où l'État est entré au capital en 2013 pour le sauver de la faillite. Mais, attention, dans ces deux cas, ça n'a pas été un lit de rose. Ces deux entreprises ont été nationalisées pour être restructurées et non pas pour éviter les restructurations. En clair, ça s'est traduit comment? Ça a été rude. Chez Alstom, cession d'actifs, suppression de 20% des emplois. Chez Peugeot, fermeture de l'usine historique de Poissy, souvenez-vous. L'État n'a pas fui ses responsabilités et il a voulu redresser ces entreprises. La meilleure preuve, c'est que quand il a revendu ses participations, il a fait une plus-value. Le problème, c'est qu'il y a aussi des nationalisations qui sont faites pour éviter le boulot, les restructurations qui sont difficiles, douloureuses. Hein. Mais ça, on a déjà donné avec les sidérurgies, notamment, nationalisées en 1982. Ça a coûté des dizaines de milliards de francs aux contribuables. Ça n'a pas sauvé l'entreprise parce que les suppressions de postes, elles ont été là de toute façon au bout de la route. Bon, revenons au cas d'Arcelor. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, le problème ne vient pas de l'entreprise. Il faut rappeler que Thyssen, le sidérurgiste allemand, veut supprimer, lui, 11 000 emplois. C'est 40% de ses employés. Le problème majeur, c'est, bien sûr, le prix de l'énergie, mais aussi que l'Europe importe encore 30 millions de tonnes d'acier à prix cassé, de Chine principalement, sans droit de douane. Et le plan de la Commission présenté il y a quelques jours ne s'attaque à cela que de façon tardive et marginale. Il faut fermer davantage les frontières. En général, face à un problème, mieux vaut s'attaquer à ses causes qu'à ses symptômes. Une usine, qu'elle soit privée ou publique, si elle est exposée à une concurrence déloyale, elle va prendre l'eau. J'ai vu vraiment trop de trucs ce matin. Gabriel Attal qui fait un discours sur le travail. Bon, il sait pas vraiment ce que c'est, mais il en fait un discours. Remarque, Jordan Bardella en fait un livre, donc pourquoi pas. Je crois au travail. Je crois au travail et je le dis d'autant plus fortement ici à Charleroi. Dans cette ville, on sait ce que le mot travail veut dire. J'ai vu Gérald Darmanin qui s'est mis à chanter comme d'habitude sur scène avec une groupie. Et là, faut pas. J'ai mis ça sur mon compte X, mais faut pas. Bon, là, c'était ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. Et le truc qui m'a fini, c'est le commissaire européen Maroš Šefčovič, qui est un commissaire au commerce à la Commission européenne, ce truc qui sert à rien. Alors lui, il s'est dit, pour se mettre bien avec Trump, les Européens vont acheter pour 50 milliards de produits américains pour éviter les droits de douane, notamment du gaz naturel liquéfié et du soja. Alors, quand on sait que les Américains ont applaudi des deux mains quand Nord Stream a été saboté, et que maintenant on doit leur acheter du gaz super cher, du gaz naturel liquéfié, on comprend pourquoi Donald Trump méprise totalement les dirigeants européens, parce que avoir affaire à des tels soumis, c'est un truc impressionnant. Des centaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations dans toute l'Europe pour le 1er mai. Ce jour férié, appelé Fête du travail ou Journée internationale des travailleurs, est célébré dans plus de 160 pays à travers le monde. Il honore les luttes des travailleurs et du mouvement ouvrier. En France, près de 100 000 personnes ont défilé à Paris selon les syndicats. Si les rassemblements ont été globalement pacifiques, des échauffourées ont éclaté entre des manifestants vêtus de noir et des membres du Parti socialiste, qui ont entraîné l'intervention des forces de l'ordre. Les manifestants étaient également des dizaines de milliers à Marseille et dans d'autres villes françaises. En Espagne, des rassemblements parallèles ont été organisés à Madrid par les syndicats de travailleurs et par le parti d'extrême droite Vox. Les principales demandes des manifestants, de meilleures conditions de travail et de rémunération. El trabajo en España está mal, muchas horas, poco sueldo, la vida está cada vez más cara y el gobierno no hace nada. En Grèce, où le pouvoir d'achat des salariés est le plus faible de toute l'Europe, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le bâtiment du Parlement pour critiquer le gouvernement tout en honorant les avancées obtenues par la lutte ouvrière dans le pays. Και εννοείται ότι είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την εργατική πρωτομαγιά που μετά από πάρα πολλούς αγώνες και με πάρα πολύ μεγάλο κόπο κατάφεραν οι εργάτες να κατακτηθεί το 8ωρο, οι συνθήκες εργασίας κτλ. Les manifestants grecs ont par ailleurs appelé les travailleurs à s'unir contre ce qu'ils ont qualifié d'abus du capitalisme et la puissance des grandes entreprises. Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Une semaine s'achève politique qui s'était ouverte, on s'en souvient, par les manifestations contre l'islamophobie après l'assassinat atroce d'un jeune musulman dans une mosquée du Gard la semaine dernière. Cette semaine s'est achevée hier avec un 1er mai agité. Vous souhaitez revenir sur la stratégie de l'homme qui était partout derrière ces événements, Jean-Luc Mélenchon? Oui, Dimitri, je voudrais tenter d'ouvrir les yeux de ceux qui pensent que les provocations à répétition du chef des Insoumis vont permettre à une gauche plus modérée de le dépasser. Cette vue paresseuse ne prend en compte ni l'histoire politique récente, ni l'imaginaire de la gauche, et encore moins la personne de Mélenchon. Alors l'histoire récente d'abord, à ceux qui brandissent le score de Raphaël Glucksmann aux dernières européennes comme la preuve du renouveau des sociodémocrates, il faut rappeler que la liste progressiste de Yannick Jadot avait fait en 2019 le double de celle de l'insoumise Manon Aubry, 13,5 pour Jadot, 6,3 pour Aubry. En 2022, à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon faisait avec près de 22% des voix, plus de 4 fois le score du même Yannick Jadot qui terminait sous les 5%. Souvenez-vous surtout, Dimitri, qu'au soir de la dissolution, en juin dernier, il n'a pas fallu 48 heures pour que LFI dévore Raphaël Glucksmann et devienne la force motrice et organisatrice du nouveau Front populaire. Nous étions 9 mois après les massacres du 7 octobre et surtout au terme d'une campagne européenne où la figure de Rima Hassan avait saturé l'espace. La gauche modérée, disait-on, ne pouvait pas rejoindre un parti de plus en plus ambigu sur l'antisémitisme. Et on connaît la suite. François Hollande, Olivier Faure et même Gabriel Attal ont promu le bulletin LFI. Il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi responsables du chaos insoumis qu'ils dénoncent aujourd'hui. Alors ça, c'est pour l'histoire récente, Vincent, mais vous disiez aussi que l'imaginaire de la gauche allait faire les affaires de Jean-Luc Mélenchon. Oui, on l'a vu cette semaine avec la récupération décomplexée par LFI du drame de la mosquée de Grand-Combe. Jean-Luc Mélenchon s'est emparé le premier de l'étendard de la lutte contre l'islamophobie et il a entraîné derrière lui toute la gauche, même indésirable. PS s'est rendu à la manifestation, les Verts étaient à fond derrière les insoumis et l'on a vu les éditorialistes sociaux-démocrates et tout le commentariat centriste faire sienne la rhétorique de Mélenchon. Le fait que Jérôme Guedj ait dû quitter lundi le cortège sous la menace en se faisant traiter de sioniste n'a finalement pas ému grand monde, événement qui s'est reproduit hier et que Marine Tondelier a refusé de commenter. Ce qui s'est passé cette semaine sur le plan médiatique est comparable à ce qui s'est passé électoralement au mois de juillet avec le Front républicain, c'est-à-dire que c'est la France insoumise qui a donné le la et la gauche et une partie du centre ont repris en chœur son refrain. Pourquoi ? Parce que pour la gauche, il n'y a plus qu'un grand récit, c'est l'antiracisme. L'anticapitalisme, l'antifascisme subsistent, mais de façon secondaire. La matrice électorale et morale de la gauche, c'est l'antiracisme. Et aujourd'hui, par une manipulation aussi condamnable que redoutable, Jean-Luc Mélenchon veut faire de ce qu'il appelle l'islamophobie la première des menaces pour mettre derrière lui l'électorat musulman et les enfants de SOS Racisme. Vous disiez enfin, Vincent, que la personne même de Jean-Luc Mélenchon est à prendre en compte. Oui, parce que Mélenchon, c'est d'abord une éloquence efficace et vénéneuse avec laquelle Olivier Faure ou Nicolas Maillard-Rossignol, les deux prétendants à la direction du PS, ne peuvent pas rivaliser. C'est aussi une expérience, celle d'un triple candidat à la présidentielle qui connaît donc la chorégraphie de l'exercice. Vous savez, Mélenchon dit souvent, la politique, ce n'est que de la dynamique. Ça bouge parce que ça bouge. Son idée est donc simple. Pierre Lepelletier l'expose brillamment dans le Figaro ce matin. Consolider un socle de 10%, puis créer une dynamique quelques mois avant le scrutin pour arriver au second tour. Enivré de ses propres mots, soutenu par une minorité agissante et sans scrupules, Jean-Luc Mélenchon est déjà prêt. Dès aujourd'hui, la droite devrait s'en alarmer. La vraie menace pour la République, c'est lui. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.